Fidèles abonnés de Beneweb TV, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'émission Point de vue avec deux principaux sujets au menu. Il s'agira de l'arrestation de l'opposant togolais Kodjo Gabriel Messan Agbeyome et de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Guillaume Soro. Ce bras de fer qui oppose le député de Ferké à l'État ivoirien dirigé par Alassane Dramane Ouattara. Pour décortiquer ces sujets, je reçois Vincent Deguenon, journaliste à Beneweb TV. Vincent, bonsoir. Bonsoir. En face de lui, c'est Éric Toupé, observateur avisé de la scène politique togolaise. Éric, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Arrêté dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte à son encontre, l'opposant Kodjo Agbeyome, candidat malheureux à la présidentielle de février 2020, a recouvré sa liberté vendredi dernier. Vincent, après plus de 72 heures passées dans les locaux du service central et d'investigation criminelle de la gendarmerie de Lomé, l'opposant Agbeyome et deux de ses soutiens ont été présentés au procureur de la République, autant pour moi, et libérés sous contrôle judiciaire. Est-ce là les germes d'une crise post-électorale sans précédent au Togo? Ah oui, exactement. Merci beaucoup, Mathieu. C'est regrettable cette situation parce qu'on ne peut pas comprendre que un contentieux électoral se retrouve dans un service d'investigation criminelle. Par quelle alchimie on s'en est retrouvé là, on ne peut pas l'expliquer. Une chose est claire, ce n'est pas du tout bon et ce n'est que les germes de ce qu'on craignait depuis les élections qui a permis à Faure Gnassingbé encore d'être au pouvoir actuellement. Donc c'est la suite logique, la suite normale de ces élections. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut craindre pour la suite de la procédure? Ah oui, on espère encore que l'État togolais ou bien Faure Gnassingbé va faire machine arrière pour pouvoir appeler au dialogue. On espère. Donc, on ne peut pas du coup dire que les choses iront encore de mal en pire, mais il y a encore de l'espoir pour que, si je peux le dire, qu'ils reviennent à une situation normale. Sinon, voilà, là où nous en sommes, ce n'est pas du tout bon pour la paix, pour la cohésion nationale. Ce n'est pas du tout bon pour la paix, pour la cohésion nationale au Togo. Éric Toupé, quand on s'en tient aux images diffusées sur les réseaux sociaux, on a constaté quand même qu'il y a eu un usage autant pour moi excessif de la force. Il y a eu quand même cette violence-là qu'on a constaté au cours de l'opération qui a conduit à l'arrestation de l'opposant Kodjo Agbeyome. Quel est votre avis vis-à-vis de cette opération musclée? Non, il faut d'abord dire que le pouvoir togolais n'est quand même pas à son premier coup d'essai. Agbeyome a déjà eu par le passé, a eu maille à partir avec la justice togolaise. Donc, les choses s'étaient passées de la même façon. Donc, pour moi, ce n'est quand même pas une surprise. Et maintenant, il faut quand même rappeler qu'Agbeyome Kodjo, quel que soit ce qu'on lui reproche, ce n'est quand même pas n'importe qui. Donc, la façon même dont l'immunité parlementaire, son immunité parlementaire a été levée au Parlement, et ça nous pousse quand même à poser un certain nombre de questions. Et maintenant, tout ce qui s'en est suivi après, moi, je vois quand même que ça pose véritablement un problème dans un pays qui se dit état de droit. Est-ce que vous voyez? Donc, il va falloir véritablement qu'on revoie la copie pour ne pas arriver à l'extrême. Voilà, avant la libération de l'opposant, il y a quand même eu des conditions de contrôle judiciaire. Il est désormais interdit de faire toute déclaration allant dans le sens des résultats de la présidentielle du 22 février dernier. Et dans le même cadre, il est interdit de sortir du territoire national sans autorisation préalable. Est-ce que là, une stratégie pour pouvoir réduire au silence le Oui, tu as sorti le mot, c'est une stratégie de musellement. C'est-à-dire, on te met dehors, mais on te met le verrou. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, on le met en liberté alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Pas du tout. C'est une façon de lui dire, on t'a à l'œil, on te met dehors, mais tu restes quand même sous contrôle judiciaire. Bon, je ne crois pas que cette situation dans laquelle on le met va quand même... Ça ne présage rien comment dire, de sain et ça ne présage pas de la quiétude quand en ce qui concerne la situation politique. Au Togo. Je pense que allant encore un peu dans ce sens, n'oublions pas, et parlant de la levée de son immunité parlementaire, cela a été fait
presque tous les députés. Il y a, je pense que 2 personnes qui se sont abstenues. Mais imaginez comment se fait-il que le seul opposant qui a eu le courage d'aller à ces élections, que du coup, tous ses collègues l'ont laissé. Alors, nous devons nous poser la question, est-ce un bon choix qu'il avait fait en allant aux élections et en tournant dos à ses collègues de l'opposition dans le temps? Parce que normalement, il devait avoir le support de ses collègues. Cela n'a pas été le cas. Deuxième aspect de la chose, entre-temps, il était président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, voilà comment on le traite. Il avait travaillé avec le pouvoir en place. Il était l'ancien régime avec Gnassingbé Père. C'est ça. Il a été même Premier ministre. Il a été Premier ministre. Donc, quand on parle de Agbeyome, mais attention, il n'est pas n'importe qui. Mais voilà. Ici, il s'agit d'une situation judiciaire. C'est ce que je dis. On ne peut pas parler de situation judiciaire lorsqu'il y a un contentieux électoral en cours. Donc, du coup, parce que, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit mise en danger de la sécurité nationale, on parle d'actes subversifs, dénonciation calomnieuse. Usage abusif des attributs de l'État. Voilà. Lorsque nous sommes dans une situation post-électorale et nous voulons œuvrer pour la paix, on doit pouvoir aller au dialogue. Et n'oublions pas que il y a des appels de l'opposition, de l'Église catholique pour dire ce n'est pas de cette manière que nous allons résoudre. Et toutes ces personnes font partie également du peuple. Donc ceux-là, les dirigeants sont là pour conduire un peuple. Et lorsque vous écoutez le peuple, vous devez être en mesure de dire comment nous allons faire. Mais on a l'impression que le pouvoir veut user de la force. Officiellement, il n'y a pas de contentieux électoral au Togo parce que Kodjo Agbeyome a saisi la Cour s'est prononcée. Et je pense que normalement, cette question ne devrait pas avoir lieu. Oui, comme d'habitude, comme ça a toujours été le cas. Mais étant donné que c'est un fils du pays et jusque-là, il a encore des dignitaires derrière lui, on doit pouvoir tout faire pour œuvrer pour la paix. Qu'est-ce qui reste finalement pour la dynamique Kodjo quand on voit que 3 ténors sont déjà sous contrôle judiciaire? Éric Toupé. Pour le moment, bon, je n'ai pas vraiment d'éléments pour juger de la situation qui va advenir, mais nous, comme vient de le dire mon collègue Vincent, j'opte également pour le dialogue, comme l'a proposé l'Église catholique, qui étant une autorité morale est dans son rôle. Je crois que l'État, là où on en est maintenant, on n'a rien à gagner à envenimer la situation. Donc, il va falloir véritablement qu'on trouve une solution politique à ce qui se passe actuellement, quoi. Voilà, je vous relance en même temps. L'Église catholique a fait une déclaration à travers laquelle elle a demandé aux différents acteurs impliqués dans le processus électoral, aux différents acteurs de la scène politique, de trouver une solution politique à la question. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ben, cela veut tout simplement dire qu'il faut essayer de trouver des arrangements parce que ce qui se passe actuellement, il ne faut pas qu'on essaie de l'éluder. On est sur un champ politique, donc il faut véritablement trouver des consensus pour pouvoir... Quel genre d'arrangement, en thème clair, quel genre d'arrangement peut-on trouver? Ben, par exemple, je ne sais pas trop, ce qu'il faut proposer, mais... Vincent, vous voyez Agbeyome au prochain gouvernement de Faure Gnassingbé? Bon, pas forcément directement au prochain gouvernement. Il avait déjà fait avec... Gnassingbé Père. Donc, je ne pense pas qu'il va accepter encore aller avec Gnassingbé Fils, mais je suis convaincu qu'il n'est pas un homme à aller à la violence, à vouloir aller et appeler les gens à la rue. Donc, du coup, il est ouvert, a priori, négocier avec lui pour voir dans quelle mesure mettre les membres de son parti dans le gouvernement. N'oublions pas, il a 2 dignitaires qui ne sont pas des moindres, qui sont toujours derrière lui, malgré les pressions, malgré les intimidations qui demeurent avec lui. Donc, arriver à parler à ces dignitaires pour qu'ils puissent appeler le peuple à la paix, je pense que ça serait vraiment salutaire pour le pays. Donc, il y a, même si ce n'est pas lui, il y a des membres de son parti politique à qui on peut amener à œuvrer, à travailler à des postes donnés pour le pays. Et cela va vraiment aider à la paix, à la réconciliation, au dialogue. Ça va aider à la paix, mais est-ce qu'aujourd'hui l'entourage du président Faure Gnassingbé est prêt à un tel consensus, si on peut s'exprimer ainsi? Je ne saurais le dire, mais je pense qu'il y en aura toujours qui vont
appeler à la paix. Et ce n'est pas évident que eux tous voudraient voir Agbeome en prison ou bien quand on envenime la situation, personne ne va sortir gagnant. Personne ne va sortir gagnant. Eric, est-ce que ça ne remet pas en cause ça? Est-ce que le problème de l'alternance politique au Togo ne refait pas encore surface? Eh oui, le problème existe depuis la nuit des temps, du moment où le pouvoir en place sera toujours réfractaire à toute forme d'alternance, quelle que soit l'issue des élections, on sera toujours face à ce genre de situation. Maintenant, Agbeome Kodo, s'il faut revenir un peu par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que Agbeome va accepter faire partie d'un gouvernement, par exemple, du pouvoir en place? Bon, on ne saura le dire, mais s'il faut revenir un peu par rapport aux propos qu'il avait tenus par le passé, à savoir, je ne peux pas servir le père et en même temps servir le fils. Je ne suis pas sûr que là où il est maintenant, il va se retrouver dans cette logique-là. Mais s'il advenait qu'il se retrouvait dans cette logique, donc ce serait comme si il avait ravalé ses vomissures. D'aucuns disent que dans l'entourage du président Faure, ça murmure un peu sur la stratégie, la méthode adoptée pour arrêter autant pour moi l'opposant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut accorder de crédit à cette information? Et ça s'est toujours passé comme ça. Quel que soit, ce n'est pas seulement la pendant du Togo, de l'Afrique, dans tous les pays du monde, quel que soit, vous avez beau être un bon chef d'État, quelles que soient les actions que vous menez à la tête de l'État, il y aura forcément des gens, même dans votre cercle restreint, qui ne seront pas d'accord. Donc, Agbeome Kojo, faut-il le rappeler, a été un membre éminent du parti RPT, sur les centres duquel est né l'UNI qu'on appelle, à tort à raison, RPT Unir. Donc, il a forcément des gens encore dans ce parti qui sont pour ces actions. Donc, ce qui est sûr, il y aura forcément ceux qui sont d'accord pour un accord et d'autres de l'autre côté qui ne seraient pas d'accord. Il ne faut pas que ça surprenne quelqu'un. Voilà, la CEDEAO s'est quand même prononcée sur la question. Le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, a indiqué sur une chaîne internationale qu'il est désolé de ne pas pouvoir intervenir pour l'opposant parce qu'il s'agirait tout simplement de l'ingérence dans les affaires internes du Togo. Vincent Degueno, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, on voit aisément la ligne droite de la CEDEAO qui n'a jamais changé et c'est normal au niveau des élections, même si on voit au niveau de la société civile des dénonciations, la CEDEAO ne s'est jamais mis en porte-à-faux avec les résultats issus des urnes par rapport à un pays. Elle fait tout pour pouvoir s'aligner. Donc aujourd'hui, dit que la CEDEAO ira à l'encontre de ce que fait le régime de Faure Gnassingbé, je pense que ça serait mettre de troubles dans le pays. Mais de l'autre côté, il se pourrait qu'il y ait des négociations dans les coulisses. Il se pourrait qu'il y ait des appels au dialogue. Tout cela, nous ne maîtrisons pas. Mais une chose est sûre, la CEDEAO ne peut jamais aller à l'encontre des décisions étatiques d'un pays pour dire « Ah, vous devez faire ci, vous devez faire ça ». Je ne pense pas. Voilà, l'organisation ouest-africaine reste quand même droit dans ses bottes. On va d'abord quitter la capitale togolaise pour nous rendre à Abidjan pour parler cette fois-ci de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire dite Guillaume Soro. Dans un arrêt rendu mercredi dernier, la Cour a demandé à l'État ivoirien de surseoir à l'exécution du mandat d'arrêt contre l'ancien président du Parlement ivoirien. Et Vincent Degueno, est-ce une première victoire de Guillaume Soro sur le régime d'Alassane Ouattara? Oui, c'est déjà un pas. C'est un atout pour lui, même si on voit que l'État ivoirien n'est pas en train de respecter cette décision. C'est déjà un atout pour lui que la Cour se prononce en sa faveur. Parce que nous ne l'oublions pas, il y a de cela quelques mois, il y a les opposants, surtout Henri Konan Bédié, qui avaient donné une requête à la Cour par rapport aux élections, par rapport à l'organisation de la commission électorale. Et la Cour avait rejeté. Mais cette fois-ci, en faveur de Guillaume Soro, la Cour a accepté. Donc c'est un pas, c'est un plus.
Mais dans le même cadre, la Cour a aussi ordonné au régime d'Abidjan et à aux instances judiciaires de suspendre aussi l'exécution du mandat de dépôt émis contre les députés Alain Lobono et si je vais dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une victoire aussi, une seconde victoire, je vais dire, dans la même affaire? Oui, c'est toujours une victoire, mais je ne parlerai pas de victoire, mais c'est juste pour dire que c'est sous cette décision qui donne de l'espoir que la paix peut toujours revenir. Parce que lorsque nous voyons la décision de la Cour ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier, c'est sur la forme, pour qu'on puisse leur permettre de jouir de leur liberté pour aller aux élections et après on peut revenir sur le dossier. Donc c'est dans ce sens que la Cour s'est prononcée et c'est toujours pour qu'il y ait une cohésion nationale, pour qu'il y ait toujours la paix que la Cour s'est prononcée dans ce sens. Voilà, l'État ivoirien a quand même répondu à travers le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, qui a indiqué à travers un communiqué que le gouvernement n'a pas de commentaire à faire sur la décision, mais toutefois que les poursuites engagées contre le député de Ferké restent quand même en vigueur. Eric, que peut-on comprendre? Oui, les décisions restent en vigueur. Tout d'abord, est-ce qu'il faut parler de victoire par rapport à l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme des peuples? A priori, je peux dire oui, mais en même temps, je me pose la question de savoir à quoi ça sert une victoire si elle ne peut pas se matérialiser. Oui. Est-ce que vous voyez? Parce que nous savons très bien que, quel que soit ce qui va advenir, c'est la politique du chien à bois, la caravane passe. Est-ce qu'il donne l'espoir aujourd'hui que cette décision ne sera pas respectée par l'État ivoirien? Ben, la preuve est là. Le procès est reporté sur le 28 courant. Le procès est reporté sur le 28 courant. Donc, dans quelques jours. Donc, quoi qu'il advienne, Guillaume Soro sera jugé. Qu'il soit sur le territoire ivoirien ou non, il sera jugé par contumace. Et l'État ivoirien ira droit au but. Il va organiser ses élections. Et puis après, ça va suivre comme ça. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Vincent, est-ce qu'on a constaté que dans un communiqué sorti hier, les éléments de la justice ont annoncé que Guillaume Soro sera jugé le 28 avril prochain. Ouais. Est-ce que déjà on veut marcher sur la décision de la Cour? Ah oui, c'est clair. Ce n'est pas maintenant. Ne l'oublions pas. Gbagbo a été jugé, Blegoudé a également été jugé. Et on œuvre, on voit que tout est clair. Le schéma est bien tracé pour que des ténors de l'opposition soient écartés des élections. Sinon, comment comprendre que on fait tout à la va-vite. On va évacuer en quelque sorte le dossier parce qu'il y a des éléments qui gênent. Il y a des personnes que si on les laisse dans leur liberté, si on les laisse jouir de leurs droits, ils vont peut-être mettre en mal la situation politique en place. Du coup, il faut œuvrer de façon juridique pour pouvoir les écarter. Et c'est cela ce qui est fait, ce qui se voit, ce qui se dessine actuellement. À quoi on peut s'attendre? Une chose est sûre, la décision n'a pas été respectée, ne sera pas respectée. Autre chose, qu'est-ce qui va se passer lorsque ces personnes vont appeler les leurs qui sont sur le terrain à pouvoir se révolter? Et là, on ne sait pas. Parce que comment comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de cela quelques mois, l'État ivoirien a accepté, je dirais a applaudi la décision de la Cour par rapport aux élections passées, les élections législatives passées. Mais cette fois-ci, on a rejeté la décision. Cela voudra dire, lorsque c'est en notre faveur, on accepte. Mais si c'est en notre défaveur, ben là, on rejette. Ça ne nous concerne pas, on ne s'engage pas dedans. C'est ce qu'il y a actuellement. C'est la même chose par rapport à la décision de la CPI. La CPI a rendu sa décision pour dire, par rapport à Gbagbo, à Laurent Gbagbo et à Charles Blegoudé, ils sont libres. Mais l'État ivoirien a encore remis en cause pour dire non, il y a d'autres faits sur lesquels on doit encore les juger. On les a jugés 2 fois. Et là, on les a condamnés. C'est la situation. Maintenant, on sait clairement qu'au cas où Guillaume Soro serait reconnu coupable et condamné, il ne pourra plus participer aux élections de 2020. Est-ce qu'enfin, c'est quand même la stratégie pour pouvoir le mettre hors course? C'est clair, c'est la stratégie pour pouvoir le mettre hors course. Et
ne nous attendons pas à une décision autre qu'une condamnation à au moins 10 ans de prison par rapport à ce qui se passera le 28. Donc, les dés sont déjà pipés à l'avance. Donc, il n'y a rien à espérer. Il sera écarté par rapport aux élections. Voilà. Il sera écarté par rapport aux élections. Eric, est-ce que Guillaume Soro a toujours les chances de pouvoir être candidat pour la première fois à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Tout de gauche, je te réponds non. Parce que la stratégie qui consiste à l'écarter, à le mettre hors jeu, cette stratégie, cette machine-là a été déjà mise en place depuis un bon bout de temps. Et ce à quoi on est en train d'assister actuellement, ce n'est que la suite logique de ce que le pouvoir Ouattara a déjà préparé depuis un moment. Donc, que ça ne nous étonne pas. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Vincent, Guillaume Soro sera jugé par contumace et condamné. Lui dit 10 ans, moi je dis 20 ans. Oui, parce que c'est la formule actuellement dans la sous-région. C'est la formule en vogue. Oui, donc il sera écarté véritablement. On ne lui permettra même pas de mettre pied sur le territoire ivoirien. Donc, il n'a aucune chance. S'il faut récapituler, il n'a aucune chance pour participer aux prochaines élections présidentielles dans son pays. C'est malheureusement ça. Et lorsque nous voyons le schéma de la Côte d'Ivoire, c'est toujours la justice des vainqueurs qui continue jusqu'à présent. Depuis l'élection de Alassane Ouattara qui continue. Ce n'est pas que ceux-là qu'on est en train de juger aujourd'hui, on dit que eux autres, ils sont blancs comme la neige. Pas du tout. Il y a du sang qui a coulé. Il y a beaucoup d'actes qui ont été perpétrés. Maintenant, des deux camps. Aujourd'hui, on est face à une situation où c'est un seul camp qui est jugé et c'est un seul camp au cours du jugement est condamné. Qu'est-ce que ça va donner après l'élection de octobre 2020? On ne sait pas. Cela voudra dire que la paix que notre cher pays, la Côte d'Ivoire, pays ami la Côte d'Ivoire, a actuellement n'est qu'une paix précaire. Une paix précaire, voilà. Mais ça relance aussi le débat de la valeur que nous accordons à cette institution, à cette organisation sous-régionale ou continentale. La Cour africaine des droits de l'homme, on a suivi aussi la question par rapport au départ partiel de la République du Bénin. Et si nous ne sommes pas prêts de respecter nos engagements pris vis-à-vis des institutions internationales, pourquoi s'y engager alors? Pourquoi s'y engager? Et la question est un peu complexe, mais cela relève tout simplement de la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire, comment dire, gouverner, c'est prévoir. Quand on paraphe un document, il faut s'attendre forcément à ce que des décisions vont tomber et n'iront pas forcément en notre faveur. Si c'est que la Cour avait rendu une décision qui avait été en faveur de l'État ivoirien, est-ce qu'ils allaient quand même poser des problèmes à Guillaume Soro? Je ne crois pas. Donc, il va falloir véritablement qu'on commence par changer de mentalité. Et non pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde où on se donne de très belles lois. Mais quand vient le moment maintenant de s'y adapter, on les trouve tellement vilaines qu'on est prêt à se salir la gueule, excusez-moi le terme, pour se donner raison. C'est ce qui se passe actuellement. Je ne voudrais pas faire allusion au cas Bénin, mais c'est un peu ça la situation. Vincent, est-ce qu'il faut choisir quand ça arrange son pouvoir, son État, on applaudit, mais quand l'autre face vient, on jette du discrédit sur la Cour? Oui, ce que je vois, le bal est un peu plus profond. Et ça, le schéma que ça montre, c'est quoi? C'est peut-être des institutions qui ont été presque imposées. On a ratifié des accords parce que peut-être il faut respecter des textes concernant les droits de l'homme, les droits des peuples pour avoir accès à des financements, à des subventions. Voilà. Et dans le temps, on a ratifié ces accords. La belle preuve, dans les 55 États de l'Afrique qui ont ratifié, il y a que 30. Premièrement, qui ont ratifié, il n'y a que 30. Et dans ces 30, au départ, c'était 8 qui ont donné leur protocole. C'est-à-dire qui ont donné accès à la Cour de venir sur leur territoire pour juger. Et actuellement, le Rwanda s'est retiré, la Tanzanie également s'est retirée. Alors, il ne reste que quelques pays, 7 ou bien 6 pays comme ça, qui sont là. Cela voudra dire quoi? Ce n'est pas une Cour venue de nous-mêmes. Forcément, c'est venu d'ailleurs. Vous pensez? Les faits sont là.
Maintenant, les faits sont là. Après la Tanzanie, le Rwanda, le départ partiel du Bénin, est-ce que l'affaire Soro peut quand même pousser le régime Ouattara à emboîter le pas au Bénin? C'est très sûr, c'est là où on va en venir. C'est très sûr que c'est là où on va en venir. Pourquoi ratifier quelque chose et après dire, bon, nous n'en voulons plus? Cela pose un problème. Qui a instauré cette cour? Sur quelle base ils se sont lancés pour dire, nous voulons une cour? Est-ce que c'est les États africains eux-mêmes qui se sont dit, nous en voulons? Ou bien c'est de l'extérieur qu'on a dit, bon, prenez cette cour des peuples, des droits de l'homme, vous en avez besoin, vous en avez besoin. Et ils ont dit, ok, comme vous avez dit que nous en avons besoin, nous acceptons pour le moment. Et après, ils se désengagent. C'est le schéma que ça... Eric, le débat de la démocratie en Afrique et des droits de l'homme, ça relance carrément le débat. Ah ben, bien sûr, il va falloir véritablement que tous les États africains... C'est-à-dire, on essaie de copier l'Occident par rapport seulement à ce qui nous arrange. La démocratie, quelqu'un l'a dit la fois dernière que c'est difficile à appliquer. Moi, je dis non. En même temps, je voulais quand même rebondir par rapport à ce que mon ami a dit tout à l'heure. Selon Jean, c'est-à-dire ce sont les tests des traités qui ont été imposés aux Africains. Moi, je n'adhère pas tellement à cette analyse-là parce que je dis, on se dit nous-mêmes souverains. Même si c'est juste pour avoir des financements de l'Occident, mais nous-mêmes, en interne, on peut quand même réfléchir et savoir ce qui est bon pour nous. Mais quand on adhère à des mécanismes comptables, et puis après, on est quand même incapable de s'y conformer, là, ça pose véritablement un problème. Maintenant, pour revenir à cette question de bonne gouvernance et de démocratie, je crois que cela relève tout simplement... c'est pas de la responsabilité de tout le monde. Les tests sont là. Il faut tout simplement les respecter. Vous venez au pouvoir, vous faites 2 mandats, vous en allez. Le pays n'est pas fait que de vous. Il y a plein de personnes, Vous et moi qui sommes ici maintenant, on peut diriger un pays. Donc, il faut tout simplement respecter les tests et les lois que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Et le problème ne se poserait pas. À mon avis. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je crois qu'il n'y a même pas matière à dire que est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. La chose est là, devant nous. On sait très bien ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Prenons tout simplement ce qui est bon et laissons de côté ce qui ne l'est pas. Voilà, Vincent, vous voulez rebondir. Ça pose un problème. On est sur le droit chemin d'avoir à la tête de nos États des souverains qui peuvent décider de la vie ou de la mort des individus quand ils veulent. C'est le schéma qui se présente actuellement. Lorsque nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui se dessine, mais ce n'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas, il y a des décisions, il y a des actes. Lorsque certains États posent ça, par l'effet de contagion, de contamination, les autres États également prennent le même chemin. Et ça craint par rapport aux autres États, par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport au respect du citoyen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que Guillaume Soro est blanc comme la neige. Mais nous nous sommes donné des accords, des principes de gouvernance, de gestion. Et on n'est plus en mesure de respecter. Et on a foulé aux pieds. Attendez-vous que demain, cela se répète aussi. Si par hasard, ceux-là qui sont en train d'être brimés aujourd'hui se retrouvaient au pouvoir. Et cela va s'enchaîner. On ne va jamais bouger. On va toujours remettre en cause les mêmes institutions, les mêmes droits, les mêmes tests que nous-mêmes nous sommes donnés comme loi. Espérons que nous allons bouger. On ne va pas rester statique. L'Afrique doit progresser. Voilà, le temps imparti à cette émission est arrivé à aspiration. Eric Toupé et Vincent Digueno étaient avec moi au plateau. Retenez qu'il a été question de l'arrestation de l'opposant Kodjo Aguiyomi et de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Guillaume Soro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.